Bonsoir. Ah oui, ça marche. Oh, pardon, c'est l'émotion. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir Loreto Martinez-Troncoso ce soir. Merci. Qui a déjà pris ses quartiers dans l'école depuis quelques semaines parce qu'elle travaille avec les étudiants qui sont en première année. Là, vous avez déjà 7 jours de travail au compteur depuis que tu viens ici. Ouais. Et ce soir, nous avons la joie de t'écouter, nous parler de ton parcours, des évolutions de ton travail et dont le noyau peut être défini comme celui de la performance, mais je pense comme on va le voir ce soir, c'est quand même à la fois plus large et plus précis que ça. Moi, j'ai pas suivi ton travail depuis certaines années, mais on se connaît depuis une vingtaine d'années. Et j'ai des souvenirs assez vifs de performances auxquelles j'ai pu assister, notamment une avec Joren Dehn. Tu travailles encore avec lui, un artiste allemand qui fait entre autres aussi des performances. Et on le verra ce soir, ça a certainement aussi beaucoup évolué depuis, mais j'avais été saisie par une certaine force avec laquelle tu interagissais avec l'ici maintenant, ou tout un travail de la présence et de la situation qui pouvait passer par le langage, mais aussi par des choses beaucoup plus en deçà du discours, qui pouvaient être des silences ou un rapport aussi à un langage corporel. Où c'était toujours assez saisissant et ça m'est resté en mémoire. Et peut-être rapidement aussi sur toi et ton histoire de vie. Tu es né à Vigo, donc c'est la côte atlantique. Nous sommes encore sur la côte atlantique. Tu connais très bien la côte atlantique, mais tu vis depuis quelque temps à Marseille, tout autre chose. Et tu avais commencé tes études à la faculté des beaux-arts de Vigo, puis ensuite tu es parti à Bordeaux, où tu as fait un DNA. Un DENSEP. Ce que j'ai appris aujourd'hui en préparant un petit peu, ce que je ne savais pas, je te le disais en arrivant, que tu as aussi suivi à ce moment-là une formation d'électroacoustique, de composition électroacoustique. Une formation que tu as aussi un peu reprise à Marseille ces dernières années, tu nous en diras un petit peu plus. Et après le DENSEP à Bordeaux, tu as fait le post-diplôme de Lyon, c'est à ce moment-là où on s'est connus. Et après, voilà, plusieurs stations en France, tu as été aussi à Paris, il y a eu un épisode à Porto, au Portugal, et Marseille aujourd'hui. Je crois que tu as des liens aussi avec le Pays Basque, finalement, dans certains projets, où c'est des choses qui traversent aussi ton parcours, et te voilà ici avec nous aujourd'hui. Et on t'écoute. Ouais, mais merci beaucoup de m'avoir invité à venir travailler, déjà rencontrer les étudiantes et étudiants des premières années. Et en fait, c'est vrai que je me retrouve ici, c'est assez... J'ai toujours été dans un entre, je me suis toujours sentie dans un entre, et là je me sens entre l'Atlantique de Vigo et Marseille, entre Saint-Sébastien où ils sont Donosti, où ils se sont passé beaucoup de choses qui étaient un peu charnières aussi dans mon travail, et Bordeaux, Bordeaux était aussi un moment très important aussi pour moi. Tout a commencé là à 183 km des Beaux-Arts ici à Bayonne, aux Beaux-Arts de Bordeaux. Donc je vous embarque si vous voulez bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour les Bonne questions. traversée, et on va traverser différents registres des paroles. C'est un peu, ça navigue dans des formes très, très, très différentes. Mais comme j'étais dans le contexte dans lequel je suis, je n'ai pas pu m'empêcher de revenir vraiment à l'origine de mon travail. Je pense que c'est important de le partager avec vous. En fait, cet tâtonnement avec cette matière un peu inflammable qui est pour moi un peu la parole, la prise de la parole, la nécessité ou l'impossibilité aussi de dire, est née quand je suis arrivée donc en 1999 à Bordeaux, et que je me suis retrouvée aux Beaux-Arts de Bordeaux, où je ne comprenais rien.
je comprenais pas comment ça fonctionnait l'école, parce que ça fonctionnait d'une façon très différente à comment ça fonctionnait en Espagne. Et je ne comprenais pas aussi très bien la langue. En fait, j'avais un peu lu le Petit Nicolas avant d'arriver à Bordeaux. Et voilà, tout mon travail est né voilà, dans cette écoute de notre langue, de voir aussi comment est-ce qu'on interagit, qu'on voilà, qu'on comprend, qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on répète, quels sont ces interstices finalement que cette langue avait commencé à ouvrir. Et donc je vais commencer par partager avec vous ces premières formes de prise de parole qui sont nées il y a 25 ans aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Loreto et avant tout, je voudrais vous remercier d'être là. Je suis venue vous dire du mot. Oui, je suis ici et vous êtes là. Je suis seule et vous êtes accompagnée. Je suis isolée et vous êtes unis. Je suis dans un lieu différent de celui où vous êtes. Je suis celui qui parle et vous qui ne parlez pas. Je ne vous vois pas et vous me voyez. J'existe ou je n'existe pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Excusez-moi, j'ai oublié que je suis ici et vous êtes là. Pour un moment, j'ai pensé que nous pouvons communiquer. Je suis en train de parler seule. Oui, je suis libre. Mais c'est vrai que je suis libre? Non, je dépends totalement de vous. Je n'existe pas si vous n'êtes pas là pour m'écouter. Bon, merci beaucoup et à bientôt. Bonjour, je suis Loreto et je suis ici pour vous parler et pour vous parler de ça. Et ça, il peut paraître un peu étrange. Étrange mais à la fois important. Important pour moi et important pour vous, ou pas. Mais à la fin, il doit être bien clair. Alors, c'est comme ça. Je dois vous faire comprendre ça. Et comprendre que je suis ici pour ça. Et ça, il peut paraître un peu idiote ou un peu stupide, mais à la fin, il doit être bien clair. Parce que je suis venue pour vous parler et pour vous parler de ça. Et pour ça, je ne voudrais pas partir et que vous ne compreniez pas ça. Je suis ici pour ça et je dois le faire. Et ça, il peut paraître un peu bizarre. Mais ça, c'est comme ça. Et il n'y a pas une autre explication. Alors, il est déjà clair. Et il est clair que je n'ai rien plus à vous dire sur ça. Parce que ça n'est plus que ça. C'est clair. Et il n'y a pas une autre explication. Alors, je vous remercie de m'écouter et de comprendre ça. Merci. Voilà, donc c'est une série il y a 6 communiqués. Et en fait, c'est des communiqués, enfin je les appelais les communiqués parce que pour moi il y avait une urgence en fait voilà, de dire. Et j'imaginais, c'était des courtes vidéos, j'imaginais que ça venait interrompre voilà, les infos, une émission. Mais bon, je les montrais, je les écrivais. Et en fait, c'était la date, c'était le jour où j'allais les montrer en fait, à mes camarades aux Beaux-Arts. Donc, en fait, aux Beaux-Arts, il y a eu voilà, une rencontre qui a été voilà, très importante et très marquante pour moi.
C'était un atelier qui abordait la question de l'écriture, qui s'appelait PIS, donc PIS des procédures, I des images, S des sons et E des écritures, et qui était mené par Emmanuel Ocar, qui est un écrivain de poésie contemporaine, je sais pas, voilà, en tout cas. Voilà, c'était quelqu'un qui est très vite, en fait, moi je me suis très vite mis à écrire, en fait, quand je suis arrivée en fait, en Espagne, ça marchait beaucoup plus par discipline et pas tant par des ateliers. Et en fait, arrivant en troisième année, la grande question, c'était oui, mais tu travailles sur quoi? Oui, j'ai fait la peinture, de la gravure, de la sculpture, de la photo. Oui, mais vous travaillez sur quoi? Je me dis, bon, il faut que je m'enferme quelque part et que je comprenne, voilà, il y a quelque chose sur laquel je dois, enfin, il y a quelque chose qui est là, qui doit émerger. Et en fait, c'était, voilà, la situation, en fait, de se retrouver dans cette entre-langue qui a fait que j'ai commencé à écrire, voilà, pour dire. Et dans ces ateliers, j'avais partagé, lu des textes, et en fait, Emmanuel Ocar a tout de suite senti, en écoutant lire en français, et il m'a dit, ne traduisez pas, écrivez directement en français. Donc il avait compris que j'ai traduisé de l'espagnol, enfin de castillon vers le français, et j'ai dit mais j'ai pas mots. Il m'a dit mais écrivez avec les mots que vous avez, et c'est ça qui du coup a ouvert pour moi, voilà, une recherche, voilà, un champ, et presque, voilà, je dirais même des libertés aussi, d'être moins prisonnière en fait d'une langue qu'on connaît, d'une langue grammaire qu'on répète. Et ça a été tout un travail en fait de conscience aussi de voilà quel est le rapport qu'on a aussi avec les mots, et qu'après c'est toujours une négociation aussi avec l'autre, quand on n'a pas les mots et qu'on ne sait pas dire gris, on va dire bah, c'est pas rouge, bleu, jaune, et du coup c'est tout un temps de négociation aussi, du coup un temps de rencontre et d'écoute avec l'autre pour y arriver en fait à se comprendre ou pas. Et toutes ces écritures sont nées vraiment de situations que je vivais dans ma vie quotidienne. Et c'est vrai que ça, par exemple, je ne savais pas ce que c'était ça. J'entendais tout le temps ça va, et ça, et ça. Et donc, du coup, j'ai tourné un peu autour de ces questions-là. Donc, il y a une série qui vont jouer vraiment avec cette situation de la compréhension. Il y a un autre où tous les mots qui partent de la compréhension sont mis à l'envers. Donc, la noix nermoc, c'est la compréhension. Retuose, c'est écouter. Donc, je suis ici pour vous parler de la noix nermoc. Donc il y a quelque chose qu'à un moment on comprend, qui est une expérience que j'ai faite moi-même, c'est que du coup il y a quelque chose qui lâche, quelque chose qui est en train de comprendre, quelque chose qui chute, quoi. Et je voulais faire vivre aussi cette expérience dans ces écritures-là. Et voilà, depuis c'est toute une aventure de rapport, d'amour-haine aussi, voilà, avec les mots et avec le langage. Aujourd'hui, ma relation avec la langue française n'est plus du tout la même que j'avais aussi à l'époque. Donc voilà, si on arrive à avancer, vous allez aussi sentir les différentes couleurs aussi, et températures que ces paroles, en fait, qui essayent de nommer quelque chose qui des fois c'est proche de l'innommable. Innommable, indommable, voilà. Ça prend au fil du temps, ça prend des couleurs et des températures différentes. Donc, voilà, pour moi, ça c'était la première, une première situation, comme vous avez vu dans le premier communiqué. Ça parle vraiment de la situation du dispositif, de la projection. Là, à l'époque, c'était dans son écran, mais il y avait toujours cette question aussi de la séparation. Et voilà, quelques années, enfin très peu, hein, j'étais encore étudiante, j'avais pas encore fini les études à Bordeaux. J'étais invitée par un chorégraphe, Michel Zouizer, de la compagnie La Coma, à intervenir dans un de ses spectacles. Il a vu les communiqués et en fait, à la fin dans une de ses tournées, à la fin de ce spectacle, en fait, il se donne un spectacle qui s'appelle Kings,
qui est une sorte de plateau réalité dans lequel on peut trouver autant une danseuse des claquettes qu'un amateur, un journaliste amateur fan de Mike Tyson ou quelqu'un qui travaille à la sécurité à la FNAC. Et à la fin de ce spectacle, il y avait un bonus qui était un one-man show. Et qui, dans le cadre d'une des tournées, il ne pouvait pas venir faire la tournée avec eux et elle. Et du coup, il m'a proposé de venir intervenir voilà, à ce moment-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu, voilà, un petit extrait. Si, bien. Bonjour. Mon prénom c'est Loreto. Et en fait, c'est la 5e fois que j'ai fait ça. Même si vous ne les croyez pas, mais hier, ça a été la 4e fois. À mon rentrée, ils m'ont dit il doit y avoir 200, 250 personnes. Et moi, je pouvais vous imaginer, mais c'est pas pareil. Là, je suis ici, et vous êtes là. Assis. Devant moi. En train de me regarder. Et moi, il faut que je sois consciente de ça. Vous êtes venu ici pour voir quelque chose. Et là, maintenant, c'est moi. Moi, qui ai annoncé comme un bonus. Et bonus, ça veut dire quelque chose d'extra. Moi, je ne sais pas si je suis extra ou pas, mais je suis annoncée comme ça. Et comme je suis annoncée comme ça, vous attendez quelque chose de moi. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Je ne vais pas chanter. Je ne vais pas danser. Je vais rester ici. Comme ça. Mais si je suis ici, c'est parce que vous êtes là. Parce que je suis rentrée par là, et pas par là. Et vous êtes en train de vous demander, oui, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je parle là. C'est déjà quelque chose. Donc là, c'est voilà, c'est un extrait et après ça continue en décrivant un peu la situation de je suis là, je vous vois, vous me voyez, moi je ne peux pas faire l'expérience que vous faites de moi, bah, comme maintenant, ni je ne peux pas faire l'expérience que vous êtes en train de faire voilà, de moi maintenant. Et à chaque intervention, ça venait un peu ingérer et des retours qu'il aurait pu avoir en fait par rapport à cette prise de parole qui arrive à la fin d'un spectacle.
Et précisément dans cette première tournée, le lendemain d'un article, j'ai introduit, parce que je disais aussi à un moment, et comme je suis ici, je deviens quelqu'un qui je ne peux pas le savoir. Et du coup, il y avait dans cette tournée, il y avait dans le journal de Ouest France, il y a quelqu'un qui avait écrit à la fin, il y a une femme triste et banale qui s'est trompée des portes, elle a fait son numéro, c'est-à-dire rien. En fait, voilà, c'est quelque chose aussi qu'après, voilà, il est resté cette question, voilà, d'être, voilà, la femme qui se trompe de porte. Et en fait, c'est vrai, la seule chose, enfin, là, il y a le dispositif, cette architecture fait que nous ne sommes pas dans la même situation. Et bon, là, on n'est pas dans une salle de théâtre, mais la seule différence qu'il peut faire aussi avec un public, pour moi, c'est ça qui pose entre, en sous-texte, c'est quelle est la différence entre toi et moi. Si je suis, voilà, c'est la chose qui nous différencie dans cette situation-là des spectacles, c'est que je suis rentrée par la porte de la scène et les personnes sont rentrées le public est rentré par la, par la porte du public. Et donc j'ai continué, donc Patrick Robin est revenu, le bonus, et j'ai continué à intervenir dans cet spectacle, mais au moment des applaudissements, j'ai décidé d'intervenir dans un espace dans lequel une parole ne lui est pas dédiée. Donc c'était le moment des applaudissements, d'arriver sur scène avec les personnes qui avaient fait le spectacle et qui du coup se font applaudir. Je m'asseyais sur une chaise qui était utilisée pendant le spectacle et j'attendais que la première fois que je l'ai fait, dès que les applaudissements sont finis, je suis allée tout de suite au bord de la scène. Bon, le public il est allumé, hein, ce n'est pas un spectacle où on est avec les lumières du public comme ça, et on ne voit pas, on voit vraiment tous voilà, les visages de toutes les personnes qui sont là. Et en fait, la première fois, je suis allée tout de suite parler. Après, je me suis dit, bon, en fait, je vais attendre un peu, voir ce qui se passe. En fait. Moi, je sors, je m'assois au moment des applaudissements. Donc, les applaudissements, ça marque par un code ou un protocole que c'est la fin. Il y a quelqu'un qui est assis sur une chaise, les gens partent. Pas tous, il y en a qui sont là dans les citations de dire non, mais on va attendre, il y a quelqu'un qui est là au fond de la scène, peut-être qu'elle va faire quelque chose. Donc voilà, ça a joué, voilà, ça sur cette, voilà, à quel moment les choses finissent, à quel moment elles commencent, quel cadre, quel protocole, quel langage on donne aussi pour encadrer aussi, voilà, en prise de parole, enfin, ou en tout cas en présence ou voilà, en geste. Et c'est à partir de ces moments-là que du coup j'ai intervenu, j'avais décidé un peu d'intervenir dans des espaces qui ne m'étaient pas dédiés. Donc j'ai intervenu dans des conférences de presse à la fin pendant les interventions des journalistes en posant une question, mais que la question se rallonge et qui pose. Il y a toujours cette question qui traverse la pratique, qui me traverse sur cette nécessité et impossibilité de dire, et c'est quels espaces pour nos paroles et pour d'autres paroles. Donc, pour moi, c'était aussi d'intervenir dans des espaces c'est un geste de créer une brèche ou de pouvoir ouvrir un espace autre pour entendre notre voix. Donc, je suis intervenue aussi avec ton salon. Au moment de l'inauguration, il y a un centre d'art qui est à Paris. Je suis venue intervenir après les discours des politiques. Et en fait, comme elle n'était pas annoncée, cette prise de parole, il y a eu un petit moment d'incertitude, donc des corps qui résistent au moment de venir prendre cette place et de prendre le microphone. Et voilà, il y a des personnes qui s'ouvrent, peu importe si on est même dans un dispositif qui n'est pas frontal, on prend la parole, il y a un cercle qui se fait. Mais à des moments, il y a dans des situations qu'il y a plus de résistance physique à se dire « Ah, c'est qui cette personne ?» Est-ce que c'était assez précieux aussi, ce qui était dit après l'intervention. Voilà, des personnes, des politiques qui avaient intervenu est venu à la fin et m'a dit « Ah, au début, on croyait que vous n'aviez pas le droit de parler. » Et
Oui, il m'a dit oui, parce qu'on croyait que vous avez pas. Vous étiez une spontanée. Voilà. Après, on l'a compris, c'est une performance, on s'était dit c'est une performance. Donc, voilà, ça, ces questions, ces troubles-là, ça m'a toujours intéressé, même sur scène, au moment où je pars, après, je ne reviens pas aux applaudissements. Pour moi, il n'y a pas forcément de coupure entre voilà, ma vie quotidienne, qui est la vie quotidienne d'un être au monde, dans le monde, traversé par le monde. Quelle est quelle séparation il y a entre ces moments pour venir tenter, formuler quelque chose et voilà. Voilà, et on vit voilà, et le flou quoi, le flou. Et ça, c'est des choses voilà, voilà, qui se sont traversées aussi au moment de travailler aussi avec des espaces d'exposition, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Donc j'ai fait pas mal de dates en fait avec cette compagnie. Et à un moment, je me suis retrouvée à faire une tournée, on s'est retrouvée à faire une tournée en Afrique, dans différentes villes, dans les instituts français. Et à un moment, cet spectacle était dans l'intention des Kings, c'était que c'était un plateau qui était plutôt ouvert et qu'à n'importe quel moment, la configuration pouvait changer. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui ne vient pas, bah, il y a les autres qui tiennent aussi voilà, une sorte d'organicité. Et en fait, à un moment, justement, à passer mes journées de l'autre côté des murs de l'Institut français, le soir de me retrouver à l'intérieur de l'Institut français, je me dis, bon, bah, en fait, je pense que ce soir, je n'ai pas forcément prendre la parole. Chose que, voilà, en étant depuis le public, en voyant mes camarades, en me disant, bon, eux aussi doivent quand même être dans cette honte un peu inflammable dans laquelle je me sens. J'ai quand même décidé de monter sur scène et de dire voilà, que je ne comptais pas prendre la parole parce que voilà, il y avait un grand écart. Hein, qu'est-ce que ça voulait dire que de se balader la journée de l'autre côté des murs et qu'est-ce que j'ai fait là? Chose qui a posé un petit peu de problème. Et j'étais à la dernière date, j'étais convoquée par le directeur de l'Institut français qui m'a accueilli en me disant vous êtes la femme qui arrive à la fin. Très bien, j'en ai encore une de plus. Et du coup, voilà, on m'a expliqué qu'on ne pouvait pas, voilà, pouvait pas avoir ces genres de paroles dans ces contextes-là. Et en fait, je pense que c'est une question qui traverse aussi voilà, ma pratique et que je pouvais poser cette question aussi si je me retrouvais à l'opéra ou que si je me trouvais aussi au théâtre. Donc ça, c'est un peu déréglé. Et en fait, je raconte tout ça parce que ces expériences-là, comme disait aussi Clara, les situations, pour moi, c'est quelque chose qui donne vraiment de la matière après à la continuation voilà, des récits d'être là, ici et maintenant, au monde. Et c'est le moment où je pense que mon travail, même si je pense qu'il y avait déjà, mais a commencé à fictionnaliser un petit peu. Et j'ai eu vraiment envie donc j'ai arrêté d'intervenir dans cet spectacle. Il y a eu vraiment cette envie de ne plus être là. Aussi parce que comme j'avais une pratique qui venait intervenir dans des espaces aussi qui n'étaient pas prévus, des fois il y avait quand même une critique un petit peu aussi institutionnelle, être invité à un festival, mais du coup tu viens la semaine d'avant et tu veux inviter le public de champagne, mais comme tu es payé 150 €, bah, toi tu les invites au champagne, mais bon, un mauvais champagne. Donc il y avait voilà, entre les lignes un petit peu aussi de cette parole, cette position aussi là, sauf qu'à un moment, on est appelé pour venir intervenir dans une conférence de presse à la place d'une directrice ou un directeur de festival, venir intervenir pendant que le public attend pour entrer dans le spectacle, vous pouvez faire. Non, voilà, j'ai senti un peu comment ça peut aussi être cette positionnement, cette geste, c'est agir, peut être aussi récupéré à des moments par l'institution. Et ça m'a amené à poser la question, soit tu pars, soit tu restes à ce rendez-vous, et qu'est-ce qu'on fait quoi? Une fois que tu es au rendez-vous, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vais vous montrer un petit extrait de la première prise de parole qu'il y a eu avec un rendez-vous annoncé qui s'est passé la première a été Artelecu à Donosti, c'était 2006, et à la Fundación Serralves. Et là, je vous montre un extrait. Voilà, par contre, je ne suis pas très douée avec ces... Quizás sea esa cólera lo que hace que mi trabajo sea más un trabajo enfermo y no un trabajo estético, como dijo la directora de un centro de arte de París en su despacho hace un par de meses. A lo que me propuso que quizás debería de pensar en hacer otra cosa, que nunca es tarde. No diré su nombre porque no es ni el lugar ni el momento para ello, pero os podéis imaginar la cara que se me puso cuando escuché esto. Igual no os lo podéis imaginar, pero estaba yo preparando esta intervención y este comentario no me estaba ayudando demasiado. Quizás fuera por eso que tenía pensado hablaros de ese pesimismo, nihilismo o negativismo en el que me encontraba yo en aquel momento. En haceros una lista de mis últimas lecturas: el suicidio, suicidios ejemplares, suicidios, historia, técnicas y rarezas de la muerte voluntaria, desde sus orígenes hasta nuestros días, la estética del suicidio, la tentación nihilista, Van Gogh, el suicidado de la sociedad, en leeros un extracto del proceso verbal en el que Adam le dice a su querida Michelle: «He aquí como he soñado vivir desde hace tiempo. Cuando decidí vivir aquí, cogí todo lo que me hacía falta, como si me fuese a pescar. Volví por la noche y tiré mi moto al mar. De este modo me hacía pasar por muerto y no tenía la necesidad de continuar a hacer creer a todo el mundo que estaba vivo, que tenía un montón de cosas que hacer para mantenerme en vida». También había pensado en citaros a Baudrillard, que dice: «Aprendamos a desaparecer». A Duchamp, que dice, en inglés es mejor que en francés: «We'll go underground». Cuando le preguntaron que a dónde vamos, a lo que respondió simplemente: «El gran hombre de mañana irá bajo tierra. Deberá de morir antes de ser conocido. Se esconderá toda su vida para escapar a la influencia del mercado, completamente mercantil, si puedo permitírmelo». A Pressons Panchonet, quienes dijeron en una entrevista en Art Press: «Lo dejamos porque nos aburrimos». También a uno de los hermanos Tanner, quien siguió una lógica muy sencilla: «Este trabajo es un asco, lo dejo». A Pavés,
quien dice, uno decide desaparecer cuando un amor cualquiera, le muestra su nulidad, su miseria, su desnudez. A Oblomov, quien decide quedarse en casa, acostado, sin hacer nada, porque, como él dijo, no están ellos más dormidos que yo, aun estando sentados o agitándose todos los días como moscas. A Edwin, que dice, casi es odio lo que siento por aquellas personas que sacuden la cabeza cuando alguien comete un acto libre. A una voz que me susurró un día, antes eran felices porque no sabían por qué eran felices. Hoy no lo somos porque todos los días nos explican nuestra felicidad. A Rodrigo García, que dice, sois todos unos hijos de puta. Y a todos aquellos que responden, sí, sí, tienes razón, más, queremos más. Pero bueno, ¿para qué hablaros de todo esto? Y como alguien dijo un día, de lo que no puedas hablar, cállalo. Así que lo callaré. Al mismo tiempo, ¿quién no ha soñado algún día desaparecer? Y digo soñado porque si no hubiese sido un sueño, no estaríamos aquí. Et peut-être que le moment est arrivé de se sauver, d'arrêter le discours, de ne plus être là. De prendre toutes les affaires et de les jeter à la mer. De se sentir lejos de todo, de se perdre, de perdre son temps, vu que perdre son temps es la única manera de ser libre hoy. De plus penser, ya que penser lo complica todo. De regarder ce que je ne regarde plus. D'arrêter de vivre la vie de todo el mundo. De parler à voix haute. De parler au mon nom.
de ne plus se prendre au sérieux, se prendre plus au sérieux, de ne rien faire, hein. De ne rien faire sans avoir la mauvaise conscience de ne rien faire. De ne plus avoir à parler, à s'expliquer. De dire non. De dire non. Y exactamente 7 meses y un día después partí. Lejos, sino de todo, porque para empezar he acarreado con mi cuerpo, en todo caso de aquí, de la estrada fuera, por la ruta fuera. Cuando leía Libro do Desasosego, cuando leía Portugal hoje, o medo de existir, un mes y 4 días después de haber leído Harry Haller, anotar en su Solo para locos, no puedo aguantar mucho tiempo ni en un teatro ni en un cine. Apenas puedo leer un periódico, rara vez un libro, y donde anota no puedo comprender qué clase de placer y de alegría buscan los hombres en los hoteles y en los ferrocarriles totalmente llenos, en los bares y varietés de las grandes ciudades, en los cafés repletos de gente oyendo una música fastidiosa y pesada, en los grandes lugares de exposición y en las conferencias para los necesitados de ilustración. No puedo entender ni compartir todos esos placeres por los que tantos millares de personas se afanan y se agitan. Un mes y 4 días después de enterarme de la acción Anestesí de Gunther Sare, quien proponía en 1972 de interrumpir conscientemente nuestra vida consciente por una anestesia general durante una duración determinada de 10 a 20 minutos. Eso sí, con una estadística de 1 sobre 6.000 de no despertarse más, acción después de la cual habríamos obtenido un certificado de interrupción general de la conciencia, acción después de la cual, sin el caso de haber sido ese 1 sobre 6.000 no despertado, las disposiciones finales habrían sido elegidas en un formulario de las pompas fúnebres firmado antes. Días después de haber visto a David Locke coger la identidad de un muerto y decir: lo he abandonado todo, mi mujer, un niño adoptado, una bella carrera. Decir: no tiene mucha explicación, ¿verdad? Y partí. Donc là, c'était pour moi un passage en fait de comment continuer à être là sans y être. Et ce que vous venez d'entendre, c'est une pièce sonore sous-titrée qui était installée et que c'est une adresse vraiment une lettre à les personnes qui écoutent et qui parlent
d'un départ. Et en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un moment aussi où les propres situations faisaient que l'écriture devenait aussi une autofiction. Je me dis, bah voilà, s'il faut partir, mais je pars. Donc je suis vraiment partie en voyage. Je trouvais, voilà, j'ai cherché une aide à production pour pouvoir faire ce voyage d'une façon littérale. Et cette lettre, elle raconte l'avant et l'après, mais elle raconte pas vraiment le voyage. Pourquoi on part et qu'est-ce qui se passe, comment on revient. Et cette lettre, elle est écrite depuis au départ de cette lettre. Comme j'écris depuis ma nouvelle chambre. Donc c'est une sorte de voyage infini. Et dans cette désir aussi de parler aussi autrement, de quitter cette adresse aussi de vous, de la voix publique, que peut-être que tu vois aussi pudique. Est-ce que ma voix publique est, voilà, est moins pudique que ma voix pudique? Ça, voilà, c'est une question que je me pose. Et il y a eu l'envie le microphone de cette parole publique qu'elle vienne à l'intérieur un peu de la bouche pour entendre en fait une parole qui est moins raisonnée, moins adressée et qui est une parole qui est plus intérieure. Et c'est des pièces sonores, voilà, c'est une forme aussi que cette écriture, pour moi même les prises de parole, c'est vraiment un travail d'écriture, voilà, qui ne prend pas vraiment une forme éditée, elle se publie au moment de la dire. Et pour les pièces sonores, c'est des espaces en fait d'écoute, comme on peut voir ici, ça c'est une pièce qui s'appelle En la noche, qui sort en fait, cette voix sort derrière un mur. C'est comme si voilà, on allait écouter qu'est-ce qu'il y a derrière cette surface et l'espace aussi dans lequel on écoute. Il y a aussi cette envie de que ça soit toujours un contact le plus possible aussi avec l'extérieur. On n'oublie pas de là où on vient par rapport à l'espace blanc et coupé en fait des espaces d'exposition voilà, de l'extérieur. Donc là, je vous fais écouter un passage de... Oui. Comment faire parler le silence? Comment rompre avec le silence? C'est quoi qu'un silence? Et qu'est-ce qui nous silence? Et qui? Serrez-moi. Serrons-nous. Il y a quelque chose qui m'affecte et j'ai besoin de réagir. Et la liste serait immense, infinite, même si je me mets à penser. Mais pourquoi penser?
bato con mi puño en la última puerta y el silencio me dirá que no hay nadie, ni siquiera el de ayer. Dit ce poème en morse, je bats avec mon poing à la dernière porte et le silence me dira qu'il n'y aura personne, même pas celui qui était là hier. Donc il y a aussi la tentative aussi d'écrire avec les espaces, comme vous avez vu dans l'exposition aussi avant. Et il y a toujours le désir de travailler avec l'architecture de la même façon qu'avec la pièce sonore, qu'il y avait cette question de rester le plus connecté aussi vers cet extérieur duquel on est un peu coupé. Il y a eu cette invitation aussi, en venant d'une pratique de la performance, je me confrontais très peu en fait à des espaces d'exposition. Et Julie Pellegrin, qui est une commissaire et critique d'art, était directrice à l'époque, ça c'est en 2012-2013, à la ferme de Huisson, et on avait travaillé déjà différentes fois aussi ensemble, et on continue toujours. Elle m'avait invité à, voilà, qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve voilà, avec une pratique de performance dans un espace d'exposition. Et l'exposition s'appelait Entre, avec le R entre parenthèses, entre des entrées et ente de entidad. Et pour moi, c'était une écriture vraiment avec l'espace, un espace physique, une architecture physique, mais aussi voilà, un peu mentale, avec des atmosphères différentes. Et il y a eu le geste d'aller décaper en fait l'intérieur du centre d'art pour aller chercher ces ouvertures qu'on cache pour s'isoler voilà, d'une façon un peu religieuse aussi dans les espaces d'exposition. Et c'était vraiment un travail d'écriture aussi du coup collectif. Parce qu'on a travaillé beaucoup avec l'équipe technique qui connaissait très bien le centre d'art depuis les années qu'ils travaillaient là-bas et qui m'ont raconté aussi ce qu'il y avait aussi entre les anciens d'architecture. C'est une ancienne ferme qui avait eu aussi des salles qui étaient là, par exemple, le mur qu'on voit où il y a un trou. Il y a ces deux salles et communiquaient aussi entre elles. Donc c'était vraiment d'aller chercher ces circulations qu'il y a entre ces différents espaces. C'était aussi pour moi le geste aussi d'aller chercher, un peu d'évoquer aussi qu'est-ce qu'il y a derrière les surfaces, qu'est-ce qu'il y a aussi derrière les murs, quelle lumière, quelle température, quelque chose que, voilà, comment rendre aussi visible des choses qu'on ne voit pas. Là, c'était étirer aussi, ramener la lumière en étirant et en arrachant un tissu noir qui vient aussi couper la lumière. Là, il y a Simboth, la bande sonore où il parle, il y a cette question aussi de comment faire parler le silence, non-silence, se retrouve ici pendu, en attente de que quelqu'un vienne filer son écoute aussi à l'intérieur. Il y avait l'idée aussi dans différentes écritures que je peux faire aussi avec des espaces, c'est de prendre en compte aussi la présence aussi de les spectatrices et des spectateurs, que son corps soit traversé, qu'on prenne conscience aussi de la présence. Par exemple, ici, il y a une projection d'un film en 16 mm avec son bruit, son son, son battement qui traverse en fait les deux salles pour aller se projeter sur le mur d'en face. Et c'est la fait qu'en traversant la pièce du milieu, cet énoncé, parce que c'est une phrase qui dit il y a quelque chose qui m'affecte, j'ai besoin de réagir, vient se projeter sur le corps de les spectatrices et les spectateurs qui est dans l'espace. Pour moi, c'est aussi une façon de, voilà, non pas seulement de le rendre actif aussi, mais de rendre aussi hommage quelque part. Voilà, on décide à un moment d'y aller aussi quelque part, non
là, c'était un déplacement des murs pour rendre visible aussi une histoire aussi du bâtiment. Donc c'est une histoire sous mémoire, c'est une scène qui aujourd'hui elle est cachée par les murs pour pouvoir accrocher des pièces et avec un panneau en fait qui s'est déplacé pour faire plus grande ou plus petite la scène. Donc cette mur aussi et cette panneau il a pris aussi vie. On l'a on l'a un peu motorisé aussi pour créer, avoir cette mémoire aussi de ces mouvements qui à l'époque les étaient empêchés parce qu'ils étaient cachés derrière un mur blanc. C'est la fait qu'une porte se retrouve en l'air et qu'il y a des silhouettes des escaliers qui amènent aussi nulle part. Il y avait tout un travail aussi, des lumières aussi sonores, des sons aussi qui avaient été aussi enregistrés, des destructions aussi des pièces qui étaient là avant cette nouvelle exposition et qui résonnaient aussi dans l'espace comme une mémoire aussi de ces couches, de ces sortes de palimpsestes qui se font aussi dans les espaces-là. Il y a une ouverture aussi, il y a une fenêtre qui a été condamnée et qui donne sur le parking, un parking derrière la ferme. Et que du coup, là, c'était une envie aussi avec le poing, aller créer des trous pour se recontacter un peu avec cet extérieur. Donc il y a eu aussi un soulèvement aussi des sols, aller chercher. Voilà, pour moi c'était aller chercher aussi d'autres voies, d'autres airs. Peut-être vous avez des questions, vous avez envie de continuer. Continuez, ouais, ok, ça va. Le temps passe vite. Donc je vais pas faire peut-être chronologiquement. J'aimerais partager avec vous différentes formes que cette prise de parole, nécessité de dire, a pris. À un moment, il y a eu ce passage vers des pièces sonores pour aller chercher des choses qui sont plus polyphoniques et même cacophoniques, avec des multiples voix. Par exemple, il y a une pièce qui s'appelle Pulsation. Comme vous voyez, les parenthèses sont des compagnes dans les écritures entre honte et pulsation, pulsion. Je ne vais pas tout parcourir. Je partage quelque chose aussi qui est tout frais. Cet espace d'un sort document d'artiste où on peut découvrir un peu le travail. Mais je vais parler aussi d'un moment aussi un peu charnier du travail où j'avais envie de continuer dans cette idée un peu de la choralité, de la polyphonie. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de voix en fait qui sont convoquées dans mes prises de parole. Il y a mes propres voix intérieures, mais il y a aussi des voix, des choses que je lis, des situations que j'écoute dans ma vie quotidienne. Je capte un peu des affects qui peuvent venir dans différents contextes. Et à un moment, j'avais envie d'ouvrir en fait un espace pour une prise de parole plurielle, donc collectif. Et il y a eu différents projets comme ça. Et le premier, c'était celui-là, c'est Operetta Amar, qui a eu lieu en fait dans un village de pêcheurs à Trafaria, qui est en face de Lisbonne. Et au départ, j'avais imaginé d'occuper cet espace, la place publique, avec des arrivées, avec des paroles pour jouer cet espace public. En fait, en arrivant, je me suis dit, mais en fait, s'il y a un livret de cette opéretta, elle serait composée des voix des personnes en fait, qui habitent, qui traversent, qui habitent cette place-là.
Donc j'ai passé plusieurs mois en résidence sur place, en rencontrant voilà, les habitantes et les habitants, faisant aussi des ateliers avec des adolescents dans les lycées, avec dans la bibliothèque des Trafaria avec des enfants, et petit à petit collecter des récits des personnes voilà, qui habitent là-bas, et de composer une action collective qu'on interpréterait, ou qu'on jouerait, ou qu'on fêterait en fait ensemble. En fait, je dis fêterait ensemble parce que c'est dans ces différents projets en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans tout le processus de la rencontre avec les différentes personnes, et finalement les moments de présentation ou des actions, c'est presque une festivité des choses qu'on a pu partager, et que finalement c'est toute la partie non visible en fait et non palpable en fait d'un projet collectif, comme il y a eu enfin si je pense à ça à notre, là je saute vraiment dans le temps, c'est un projet aussi qui s'appelle l'écho de tu voz, l'écho de ta voix, qui était un projet en fait pendant une résidence au Trois Bicef, qui est un centre d'art qui se retrouve à Aix-en-Provence, à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique de Montperrin, et où j'ai été invitée pour faire une résidence là-bas. Et en fait, les artistes qui sont en résidence dans ce centre d'art, ils sont invités à partager un peu ces outils de travail et à faire des ateliers ouverts à autant de personnes qui vivent à l'hôpital ou des personnes de l'extérieur. Et c'était des ateliers qui s'adressaient à plusieurs personnes, sauf les personnes qui ne pouvaient pas sortir en fait, de l'hôpital, des pavillons. Et du coup, je me suis dit, tiens, on pourrait faire une radio. La radio, c'est quelque chose qui traverse en fait les murs. Et c'est une radio qui adorait, voilà, qu'on a préparée pendant tout la... J'arrive pas à trouver el aire que yo respiro, el aire que tú respiras, por dónde empezar. Rester dans le noir. Voilà, hop là. Et pendant toute l'année de résidence, on a créé une programmation de radio pour ouvrir aussi, voilà, ouvrir un espace des paroles à des voix qu'on n'entend pas aussi dans notre vie quotidienne. Et je peux vous faire écouter peut-être un petit morceau. Paroles et musique, Bernard a pris la guitare, on l'écoute. Attendez, je ne suis pas musicien, mais je me signe. Je cherche. La vie est là, la vie est là, la vie est là, est là autour de soi. La vie est là, la vie est là. Bois, 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 sois. Toi, elle ne vit que pour soi et toi et elle, moi et soi, vous les dieux de tous les bois. Bois, 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 toi, sois le dieu de tous les soirs.
noix, 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 pois, 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 petit peu pois, 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 toi là. Tan, 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 la, 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 ça veut dire la fin de l'histoire. Je vais profiter pour le fois que... J'ai rien contre les psychiatres, mais je vais vous couper en oreille. Non, vous avez dit un mot qu'on nous répète jour et nuit quand on est hospitalisé. Il faut des moyens. Il faut des moyens, il faut des moyens, il faut des moyens. On fait des grèves, on veut des moyens. Madame, vous avez beaucoup de moyens. Est-ce que vous pouvez me donner votre salaire, le montant de votre salaire, s'il vous plaît? À 4 chiffres. Est-ce que vous avez le courage de me donner le montant de votre salaire? Je vais lui demander. Je suis praticien hospitalier au 13e échelon. Vous trouvez les grilles sur Internet. Et je gagne net 6 000 € par mois. Voilà. Après, je peux aussi vous décliner toutes mes responsabilités. On a tous des responsabilités dans la vie. Voilà. Quand on parle de moyens, on parle des moyens qui sont dans notre portefeuille. Non, mais là on a eu un chiffre. Voilà. J'ai terminé mon intervention. Je m'appelle Nicolas. Je suis hospitalisé plusieurs fois depuis 2013 pour une bouffée délirante d'angoisse de mort imminente. Alors j'ai eu le diagnostic schizophrène, bipolaire et, on en parlait tout à l'heure à la radio, borderline, le fameux borderline. Donc j'idéalise souvent les praticiens hospitaliers. Des fois je les dévalorise, au contraire. Que ce soit les gens, les praticiens hospitaliers, etc. Les gens dans la rue, les gens que je rencontre, les amis, les amours, tout ça. Enfin, j'idéalise et c'est dans le bas, quoi. Donc, beaucoup de... je vais pas faire mon diagnostic, mais bon, c'est ce que je fais. Donc voilà, c'est tout. Je vais prendre mon goûter. Moi aussi, j'aimerais bien être amplifiée. L'écho de ta voix présent. La solitude. Bon, là, c'est un peu de petits extraits. C'était une longue aventure de préparation. En fait, c'était 24 heures de radio, donc à la fin de l'année de résidence, auquel il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé. Donc, toutes sont autrices et auteurs de ce projet. Nous avons imaginé une grille qui cueillait en fait les différentes thématiques qui sont sorties lors des ateliers hebdomadaires. Donc l'amour, le rêve, la folie, la parole, l'odeur, le karaoké, c'était les spécialités, enfin, c'était quelque chose qu'une personne qui venait tout le temps aux ateliers était fan de karaoké, il organisait tout le temps des karaokés à la sociothérapie à l'hôpital. Et du coup, c'était un moment aussi voilà, pour lui. Et on avait aussi fait les différentes thématiques aussi par rapport aux horaires qu'il y a à l'hôpital. Donc à 7 heures, c'est le réveil, à 8 heures, c'est le petit déjeuner, à 9 heures, c'est la sortie pour leurs personnes qui leur est permis de sortir du pavillon, et etc., etc.
Et c'était une expérience très forte. Et voilà, là, voilà, c'est tellement fort que ça part en frénésie. Donc on a fait ce site internet dans lequel il y a les 24 heures où on écoute, donc vous pouvez écouter. Et on a fait aussi une édition à partir des archives, des choses qui avaient été travaillées pendant les ateliers et qui n'avaient pas pris forcément des places aussi dans les émissions, et que du coup, il y a différentes personnes, pareil, qui sont venues piocher dans tous les archives et composer différents objets éditoriaux. Donc il y a la grille, il y a des cartes postales, il y a un petit livret qui recoupe des textes autour de la folie. Il y a un grand affiche qui était un peu le point de départ comme phrase. C'est vrai que j'aime bien collecter des écritures émotives qu'il y a dans l'espace public, et ça c'était un graffiti à Lisbonne qui dit « Quand los muros murmuran es porque hay gente a gritar ». Quand les murs murmurent, c'est parce qu'il y a des personnes en train de crier. Ça, c'était un peu mon impulsion d'arriver et de proposer ça. Pour moi, c'est des projets dans lesquels j'arrive avec une intention d'ouvrir un espace que tout le monde s'approprie et que tout le monde l'écrit, et on décide ensemble quelle forme ça va prendre. Donc, dans chaque projet aussi et collectif, c'est pour moi important aussi de nommer chaque personne qui participe aussi dans le projet. Ça, c'est quelque chose qu'à fur et à mesure aussi, je me suis rendu compte que dans les projets qui sont collectifs ou dans des co-créations, il n'y a pas forcément tout le monde qui est nommé. Et je pense que voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc comme vous voyez, c'est un peu salpicado, salado, pimentado, con différentes formes de projets collectifs, d'autres expositions, des prises de parole, des podcasts, des pièces sonores. Et j'avais préparé un petit extrait pour vous lire à partir des fragments des différentes prises de parole, mais peut-être qu'on peut ouvrir le moment de discussion. Et voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Merci Loreto, je suis là pour les questions et Charlotte en a une tout de suite. Ah non. Comment ? Ah. Des questions ? Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais juste une question. Je peux te tutoyer? Si, por favor. Quand tu parles de beaucoup de cacophonie mentale, de brouhaha, etc. Mais aussi ce qu'on peut voir dans rien que par exemple ta page, beaucoup de vide et d'espace. Et comment est-ce que, moi ma question c'est, est-ce que tu lis justement ce truc de vide, d'espace, avec justement ce contraire de tout ce qui est cacophonie, beaucoup de choses, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment clair ma question. Oui, je pense. Et
En fait, oui, je parle beaucoup, oui, des cacophonies, des choralités, mais pour moi, ces espaces vides, c'est aussi la question aussi du silence. Mais le silence, qu'est-ce que c'est que le silence? Le silence, il est plein. C'est des choses qui sont aussi pas formulables, pas. Donc pour moi, c'est des espaces qui sont très remplis, même s'ils semblent, ils semblent vides. Et la question aussi des silences, c'est quelque chose qui traverse les écritures, mais ils sont très habités. Enfin, si on parle des silences, moi je me suis rendu compte en fait que dans les prises de parole, quand je prends la parole comme ça face à un public, il y a beaucoup de silences qui s'instaurent parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'écoute. Et il se passe plus de choses, au fait, ils se disent plus de choses quand je ne parle pas que quand je parle. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, je passe beaucoup de temps, même ça a l'air improvisé comme ça, mais il y a des choses qui sont assez précises. C'est le propre langage aussi qui m'amène aussi à dire des choses, non, qui me fait délirer aussi, la continuité, ou essayer de suivre un flot d'une pensée, mais d'une pensée qui est pas découpée du corps. Hein. Quand je parle de pensée, je ne découpe pas en fait cette connexion. Et en fait, oui, on ne se souvient pas de ce que j'ai dit, par exemple, quand j'ai fait. Mais il y a plus cette question de l'atmosphère, en tension, et ça m'a déjà arrivé de fermer la bouche après une prise de parole et de rester 20 minutes en silence avec le public parce qu'il a décidé de rester et du coup on reste en silence ensemble, quoi. Mais ces silences ne sont pas vides. D'accord. Mais je ne sais pas si ça répond vraiment. Si, totalement, complètement. Et c'est ce que... Et ça, ça ponctue. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, oui, mais en fait, est-ce que vous faites de la musique? J'ai dit, non, j'écris. Il m'a dit, oui, mais en fait, vous ponctuez le silence. Je trouvais ça intéressant. Donc, finalement, il y a la question de la cacophonie. Des fois, je parle beaucoup aussi de la rythmie, comment est-ce que les battements ne sont pas toujours réguliers. Donc, que la respiration n'est pas tout le temps régulière. Même des fois, on a un souffle. Donc, c'est un peu cette cacophonie est aussi remplie de ça, en fait, de cette matière aussi là. Bonjour. Moi, j'aurais une question du coup en relation un peu avec ça. C'est que en regardant par exemple la vidéo avec juste les sous-titres, qui est en fait plus du coup un travail audio qu'un travail vidéo. Moi, ce que je me dis, c'est j'aurais jamais osé faire ça parce que ça peut paraître du coup, ça peut faire peur de se dire c'est qu'un travail audio et de parole. Et ça me fait penser du coup, quand tu nous dis que les silences sont pleins, etc. Il y a quand même aujourd'hui un rapport aux médias et aux images qui est très saturé. Et on parle beaucoup du coup de temps de cerveau disponible. Et en plus, comme tu parles de santé mentale, je voulais savoir ce que c'est ton opinion là-dessus, si tu penses que les gens sont peut-être moins attentifs, si c'est quelque chose qui toi, te touche. Voilà. Oui, ça, justement, je reviens à cette expérience en fait d'une prise de parole que j'avais fait en 2015 au Palais de Tokyo. Ça faisait 6 ans que je m'étais tue. Enfin, j'ai fait des pièces sonores, j'ai fait d'autres formes, mais parler, comme je disais, de mon propre processus et ma propre fiction. Je peux dire, la dernière fois que je parlais au public, j'ai dit, ça fait 10 ans que je parle. Aujourd'hui, je peux dire, ça fait 6 ans que je ne parle pas. Ça, c'était mon début des prises de parole. Et mon début des prises de parole était déjà, j'arrive, le micro est déjà sur place. Je m'approche du micro, j'ouvre la bouche, on voit ce qui sort. Et après, je la ferme et les gens ils vont comprendre que c'est fini, ils partent. En fait, ils ne sont pas partis. Ils sont restés en silence.
C'était au milieu d'un festival, donc du Disturb, ça s'appelait le festival, et il y avait des performances un peu partout. Et nous, on était c'était un peu dans une salle comme ça, c'est une salle qui est un peu, c'est une ancienne salle de cinéma, qui est un peu, il y a le sol comme ça, un petit peu en pente. Et donc là, à ce moment-là, je m'étais, et là, en fait, les gens partent pas, ils partent pas. Mais sauf qu'une demi-heure après, il y a une autre performance dans l'espace. Donc toute l'équipe, le Bolki, ouais, est-ce qu'elle a déjà fini? Il faut qu'elle parte, il faut qu'elle pense à la... Voilà, là. Je dis, mais je ne peux pas partir. Les gens, ils ont décidé de rester là, je ne peux pas partir. Donc je suis restée devant le microphone, immobile, je ne touchais plus. Je me dis, bon, j'ouvre la bouche, je ferme, après je me comprends que voilà, je ne parle plus. Et en fait, ils rentrent, et, enfin, ils vont partir. Et là, c'était magnifique, cet silence. Donc, ils ont allumé les lumières, tous les walkies, on entendait, on faisait des signes. Ils m'enlèvent le micro, donc alors que moi, je ne parlais même pas, j'étais au silence, donc je restais quand même immobile. L'artiste qui intervenait aussi après m'a dit, mais oui, mais il faut que tu partes et tout. Je ne pouvais pas partir. Enfin, ça arrive, pour une fois que c'est le public qui décide comment ça se passe, je ne pouvais pas, n'est pas vraiment... je ne pouvais pas partir et dire ok, ben en fait c'est fini, applaudissements. Voilà, cette question aussi des applaudissements, de comment est-ce que ça a toujours été pour moi, ou l'écriture à prendre aussi en compte, donc comment est-ce qu'on coupe vraiment de quelque chose qui est en train de se passer ici et maintenant, et après quoi, on fait c'est étrange. Et du coup, on est resté comme ça jusqu'à qu'il y a eu, ils sont montés les escabeaux, ils ont monté la projection a commencé, on s'est mis dans le noir, et voilà, et on est parti. Et voilà, le lendemain, même si j'avais dit, je ne prends la parole qu'une seule fois, la programmation m'a quand même programmé les 2 jours du festival. Donc, je suis revenue le lendemain. Et là, c'était encore plus curieux parce que c'est arrivé la même chose. Bon, là, on savait. Et en fait, il y a quelqu'un qui est rentré dans le silence et qui est resté tout le silence. Au moins, si c'est le public qui était là, qui a envie de rester juste dans quelque chose qui résonne, ça doit travailler quelque part, ou pas, simplement le fait d'être juste ensemble là, en silence, en présence, de sentir que voilà, qu'on est là, quoi. Donc oui, c'est des espaces que moi, des atmosphères que j'aime bien essayer de créer en fait, comme une autre sorte de temporalité, pour pouvoir être aussi peut-être autrement, et perdre un petit peu la notion du temps, quoi. C'est mettre un peu en apesanteur. Merci beaucoup. J'en profite pour en poser une aussi. Tu nous as parlé et montré plusieurs de tes travaux qu'on peut qualifier de performance, ou ensuite plus des espaces d'exposition, des interventions dans des contextes sociaux divers, mais tu as aussi toute une pratique de publication, finalement, d'écriture, et tu publies des choses. C'est un autre rapport au langage, à l'écriture, peut-être. Comment ça s'articule à ce que tu nous as montré? Est-ce que c'est un autre type d'espace, ou à l'inverse, ça circule énormément et ça fait partie de ton travail d'un point de vue comme une totalité? Oui, c'est toujours un peu des espaces. Ça, pour moi, c'est toujours un peu des espaces, des espaces à habiter, des espaces à intervenir. C'est pour revenir avant aussi sur le vide, il y a les marges, quoi. Il y a aussi, il y a des gravures, je pense par exemple, cette édition qui est à la bibliothèque, qui recueille 3 prises de parole dans lesquelles, pour moi, qu'est-ce que c'était que de publier, l'adresse n'est plus la même parce que c'est pas un vous, c'est un tu qui lit. Et du coup, l'idée, c'était aussi de continuer en fait à raisonner avec ces pensées affectent aussi aux marges. Donc il y a beaucoup des écritures qui viennent aussi en marge, en note des bas des pages. Mais donc il y a des numéros, mais en fait sur les prises de parole il n'y a pas de numéros, donc c'est aussi comment on peut créer aussi des ponts. Là, j'ai pas eu le temps, mais ça c'était une invitation par exemple dans le cadre d'une édition, donc une exposition à être lue. C'est un projet de Mathieu Coppelan, qui lui, il y a différents projets dans lesquels il questionne aussi l'objet aussi de l'édition et comment les textes écrits aussi peuvent aussi rentrer
dans l'espace aussi d'exposition. Et là, dans cette volume, parce qu'il y a différents volumes de l'exposition à être lus, il proposait un dispositif dans lequel il y avait, c'était au jeu de pommes, et il y a la publication qui est à disposition de public, donc il peut le lire. Et de temps en temps, c'est activé par quelqu'un qui fait une lecture à un seul spectateur ou spectatrice qui se trouve dans l'espace. Donc là, c'est vraiment, donc là, j'écris une lettre qui est adressée, enfin, qui est imaginée à se dire, voilà, c'est la personne qui va le lire, qui adresse une lettre à la personne qui est assise à côté d'elle. Et par exemple, oui, il parle aussi à un moment de la situation. Il dit quelles parties de ton corps sont visibles à l'instant, quelles parties de ton corps je pourrais toucher à l'instant. J'aimerais pouvoir sentir ta jambe frôler ma jambe. J'aimerais pouvoir t'entendre respirer à côté de moi. Et pour moi, c'était imaginer cette écriture, elle est déclenchée en imaginant que deux personnes inconnues se rencontrent dans un banc. Et qu'est-ce que ça crée comme situation? Voilà, il y a d'autres formes d'édition, c'est des interventions aussi dans des magazines, des livres, vraiment, il y a eu plus, voilà, celui-là dans lequel j'ai invité aussi des personnes, pas tant à parler du travail, mais à résonner aussi dans cette, voilà, on vit aussi des choralités, des résonances, à d'autres personnes à venir résonner plus avec, avec ce qui est énoncé ou évoqué, formulé ou informulé, donc sur le travail en lui-même, quoi. Enfin, il y a des vinyles aussi, des CD. Merci. Merci Loreto, c'était très, très émouvant et surtout cette forme que tu pratiques, il me semble, cette forme incantatoire de la présence, de la coprésence. Tu as évoqué une œuvre qui compte beaucoup pour moi aussi, qui est celle de Günther Zahreux à la Documentat 72, qui s'appelle l'Action Anesthésie, où il propose aux visiteurs de subir donc une anesthésie générale, donc une interruption générale de la conscience. Très peu de gens, en fait, ont pu évidemment passer, notamment les tests médicaux qui étaient indispensables pour subir cette action. C'est une action, évidemment, qui ne porte pas sur le corps de l'artiste, donc ça n'est pas du body art, puisqu'elle porte sur le corps du visiteur, du regardeur, du spectateur, qui du coup est anesthésié, qui est annulé, quelque part. Et je crois que Zahreux, qui est mort, je crois, peu de temps après, dans une action qui était assez époustouflante aussi, où il se promenait avec un suaire, car il savait qu'il allait mourir. Tu as parlé beaucoup de la disparition, et il me semble que dans ton travail, la disparition est un autre mode de l'apparition, ou l'absence, un autre mode de la présence. Et justement, je trouve, même dans les textes que tu viens de nous lire, ce rapport à l'appel d'une présence à travers une absence, une disparition, puisque les mots sont une absence aussi de quelqu'un qui les porte, tout en les portant. Enfin, voilà, en fait, ma question n'est pas une question, c'est un remerciement de ta présence. Merci. Merci beaucoup, merci. Oui, et voilà, je pense que j'ai un peu mis un peu sur la table un peu le sommier en fait de travail. Après, aujourd'hui, il y a des prises de parole aussi qui viennent beaucoup plus avec le corps. Enfin, moi, mon corps, par exemple, il était toujours très immobile. C'était vraiment la question aussi d'être canal. Et aujourd'hui, je cherche plus à bouger, à se mouvoir. Voilà, c'est quelque chose
qui est en train d'émerger, un corps qui agit aussi dans les architectures. Par exemple, dans Entre, c'était ça, c'était vraiment aller frapper, c'était vraiment aller trouer en fait les murs, déplacer les murs pour aller voir ce qu'il y a derrière ces surfaces. Et là, bon, je n'avais un peu, j'avais ramené aussi ça où il y a une intervention que j'ai faite. Il y a en 2021, c'était à Rome, dans le cadre d'un festival au Vigile, qui est un bâtiment qui a été construit pour les jeunesses fascistes. Et en fait, quand j'ai vu cette architecture et aussi voilà, son marbre, j'ai vraiment eu envie de le taper, quoi, de le frapper, de faire résonance. C'était vraiment à la recherche plutôt aussi d'un écho, d'une résonance. Mais finalement, voilà, c'était pas n'importe quelle architecture elle était en train de, voilà, d'être. Enfin, là, il y a, bon, ça c'est une des performances qu'il avait fait, mais il y a aussi le corps aussi qui essaie aussi d'agir, quoi. Mais ouais. Waouh. Oui, donc on se posait la question de travailler sur le ça, sur le sens, sur le. Est-ce que. Oui. Non, mais c'est intéressant parce qu'aussi, on a pu le voir court et puis on a discuté plusieurs fois tous ensemble. Et c'est vrai qu'on avait trouvé la dernière fois. Ce que tu allais dire, c'est plutôt que, tu vois, genre quand on parle de, on avait parlé de ça la semaine dernière que, tu veux le. Parce qu'on avait parlé d'un truc, mais après on avait oublié de le dire. Mais je sais plus ce que c'est. Enfin, je sais pas. Mais après, si ça, c'est aussi concret, ça veut dire que pour toi, ça doit être assez compliqué de mettre ça en mots. Non, tu peux pas dire ça. C'est le côté imperceptible de la chose qui fait que ça donne cet effet aussi, non? C'est ce que tu avais dit au début. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Hey. Merci.